Aujourd'hui, à l'heure du développement durable, on aborde le concept de collectivité viable. Des villes durables et résilientes, qu'est-ce que c'est? Comment faire de nos milieux de vie des milieux plus viables? Quoi mettre en place pour assurer un meilleur avenir? Pour en discuter, je rencontre Dalila Afid, une super citoyenne très engagée dans sa communauté, Nilsen Zepeda du Conseil régional de l'environnement de Montréal qui coordonne la campagne ILO, et pour commencer, je vais à la rencontre de Catherine Boisclair, urbaniste à l'organisme Vivre en Ville. Les collectivités viables, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous, les citoyens? Oui, donc on connaît bien le développement durable avec cette espèce d'image des trois sphères. Le développement durable, c'est faire du développement, répondre à nos besoins de manière à, oui, créer de la vitalité économique, mais aussi avec une notion de respecter l'environnement, la capacité des écosystèmes, puis aller vers l'équité sociale aussi. Oui. Donc on le sait qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et donc, les collectivités viables, c'est l'idée de faire ça dans le développement de nos milieux de vie. Donc, que ce soit dans la construction de l'habitat, nos systèmes de transport, tout ce qui prend place sur le territoire, les emplois, où est-ce qu'on les localise. Donc, tout ça, toute cette imbrication-là de tous nos choix, comment on s'assure qu'au final, ça fasse en sorte que les gens font des choix qui sont durables, puis qu'on respecte à la fois la capacité de nos écosystèmes, qu'on crée de la vitalité économique, puis qu'on supporte les gens, toute l'équité sociale, toute la question de l'équité sociale. De tous les milieux, parce que oui, on parle en ville, mais déjà en ville, il y a beaucoup de secteurs qui sont laissés pour compte, qu'on trouve moins développés ou qui n'ont pas un accès au transport, aux pistes cyclables, à des marchés d'alimentation, par exemple. Oui, exactement. Puis l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir des modes de vie durables, parce que nos milieux de vie influence les choix, en fait, c'est les choix qu'on a à notre disposition pour se déplacer, pour se loger, pour se nourrir, tous nos besoins de base, pour les emplois auxquels on a accès. Et pendant longtemps, au tournant des années 50, quand il y a eu la popularisation de la voiture, on s'est mis à faire des choix très fortement consommateurs d'espace. Puis, ça a fait en sorte qu'on a créé des milieux de vie qui ne permettent pas aux gens d'avoir des modes de vie durables. À l'époque, on s'en doutait pas. Non, c'est ça. On n'avait pas cette préoccupation-là, mais aujourd'hui qu'on a cette préoccupation-là, comment on fait pour que les nouveaux milieux de vie permettent les modes de vie durables, puis que les milieux de vie existants, nos quartiers, nos villes, nos banlieues, se transforment. Donc, on parle de transformation urbaine, de reconstruire la ville sur la ville, avec toujours en tête les concepts du développement durable. Depuis sa création, Vivre en ville, on a beaucoup parlé du développement durable. Tranquillement, on a parlé de la... tranquillement. Maintenant, on parle beaucoup de la crise climatique. Oui. Et là, dans les dernières années, s'est installé aussi comme un consensus la crise de l'habitation. Oui. Nous, on aime bien dire crise de l'habitation plus que du logement parce que c'est généralisé à tout ce concept de l'habitat. Puis là, comment on fait pour à la fois créer plus de logements? On le sait qu'il en manque. C'est pas juste une crise de l'abordabilité. Il y a vraiment un taux d'inoccupation très bas. Donc, il y a très peu de logements alloués à vendre sur le marché. Et ceux qui sont alloués ou à vendre, il y a une surenchère parce qu'il y a une demande énorme. Et ce qu'on veut, c'est créer plus de logements tout en répondant à la crise climatique. Donc, on veut que les gens sortent de la dépendance à l'automobile parce qu'on le sait au Québec, ce qui émet le plus de gaz à effet de serre et qui contribue le plus au problème, c'est le pétrole qu'on utilise pour nos déplacements. Donc oui, il y a la voiture électrique, mais il n'y a pas que l'enjeu des changements climatiques. Il y a aussi tout le territoire, les ressources qu'on consomme pour faire des routes, des autoroutes. C'est immense l'empreinte de ces infrastructures-là. Puis ça pose une question d'équité sociale aussi. Oui. C'est pas très abordable, la voiture électrique. Non, c'est pas tout le monde qui peut se le payer, même un véhicule, point, de toute façon. Exactement. La vraie question, c'est comment on fait pour se passer de la voiture. L'idée, c'est pas nécessairement de desservir tout le monde en transport en commun. Les territoires sont immenses, nos ressources sont limitées. Puis souvent, dans certains milieux, c'est très difficile d'être compétitif par rapport à l'automobile. Oui. Donc, l'idée, c'est de construire les nouveaux logements près de nos services les plus efficaces en transport en commun, près des emplois. Parce que je dis souvent que le meilleur stationnement incitatif, c'est notre garage. Oui. Puis idéalement, on n'a même pas besoin de posséder de voiture parce que quand on en a besoin, on a l'autopartage. Oui. Puis il y a même des services d'autopartage entre particuliers. Oui. Ça existe déjà.
Donc, puis il y a des gens qui s'organisent aussi en famille, hein, la communauté familiale. C'est vrai. Donc, il y a toutes sortes il y a l'économie du partage qui entre en ligne de compte, mais pour ça, il faut avoir un cocktail de transport à sa disposition. Parce que quand on habite dans un quartier qui est seulement desservi par des routes et des autoroutes, puis pas d'autres réseaux de transport, que ce soit les pistes cyclables ou le service structurant de transport en commun, bien là, on a peu de choix. Puis c'est pour ça que l'idée, c'est de reconstruire la ville sur elle-même aux endroits où on a déjà accès à ces services de transport-là, tout en faisant des milieux verts. Je poursuis la discussion à la Maison du développement durable où je rencontre Nilsen Zepeda du Conseil régional de l'environnement de Montréal pour en savoir davantage sur la campagne ILO. Le Conseil régional de l'environnement, c'est l'organisme qui pilote la campagne ILO. Et ILO pour intervention locale en environnement et en aménagement urbain. Donc, c'est une campagne de lutte contre les îlots de chaleur qui se déploie dans l'est de l'île de Montréal, mais c'est des problématiques que l'on retrouve un petit peu partout sur le territoire. Donc, comme je mentionnais, ça vise la lutte contre les îlots de chaleur, mais aussi la création d'une trame verte et bleue pour le territoire montréalais. Quand on parle de trame verte et bleue, peux-tu me dire un peu plus c'est quoi? Tout à fait. Donc, la trame verte, dans le fond, c'est une série d'interventions d'infrastructures vertes qui prend la forme souvent des corridors verts et actifs, donc qui permettent pas seulement de relier des espaces verts puis bonifier la canopée et la biodiversité sur l'île de Montréal, mais aussi ça permet aux gens de mieux accéder au milieu naturel en particulièrement, puis utiliser aussi davantage de transports actifs dans leur quotidien. OK, donc des espaces plus verts, accessibles et reliés au transport collectif. Absolument. OK. Donc, la campagne ILO se déploie de plusieurs façons. Donc, il y a plusieurs objectifs, en fait, sous-jacents, et entre autres le rafraîchissement. Donc, qui dit lutte contre les îlots de chaleur dit planter. Donc, on parle vraiment des projets de verdissement qui se réalisent un petit peu partout sur le territoire. On a une palette de partenaires quand même très, très diversifiée. Ça va des entreprises jusqu'aux groupes citoyens, en passant par les groupes communautaires, aussi les milieux de la recherche. Donc, le rôle des îlots en tant que campagne du CRE, c'est vraiment de mettre tous ces gens-là ensemble pour essayer de parvenir à des projets concertés, justement, qui vont pouvoir être, qui vont permettre de bonifier puis de mieux pérenniser aussi les différentes interventions. Donc, des projets d'avertissement. Le problème, c'est que le potentiel d'avertissement n'est pas toujours à la hauteur des besoins que nous avons. Donc, il y a tous les volets déminéralisation aussi, qui est vraiment primordial. Donc là, déminéralisation, là, pour le commun des mortels, moi, Pour le commun des mortels, la déminéralisation, c'est tout simplement arracher tout ce qui est asphalte, béton. Donc, on parle de la déminéralisation du sol, essentiellement. OK. Donc, à chaque fois qu'on marche dans les villes, on retrouve énormément de surfaces asphaltées, finalement, là, qui contribuent beaucoup à capter la chaleur du soleil, ça l'emmagasine et ça contribue à augmenter cette sensation de chaleur étouffante que nous sentons tous l'été, particulièrement lorsqu'il y a une canicule. Le problème, c'est qu'on ne plante pas où on veut et on ne déminéralise pas où on veut. Oui, j'imagine bien. Ça doit être quand même des enjeux rencontrés un peu partout parce Exactement. que nécessairement, il y a des lieux de circulation, il y a des routes, il y a des trottoirs. Exactement. Donc, il y a déjà beaucoup d'aménagements qui sont en place que les gens utilisent régulièrement. Donc, le défi, c'est comment est-ce qu'on parvient à transformer le territoire tout en faisant passer le message aussi de la nécessité de procéder de cette façon-là, en attendant que la réglementation municipale soit un petit peu plus contraignante. Il n'y a pas de réglementation présentement ou peu de réglementation par rapport à ça. Jusqu'à date, ce n'est pas beaucoup d'arrondissements qui vont contraindre les propriétaires des stationnements à réduire les casses et à les verdir davantage. Donc, pour l'instant, on dépend un peu de la bonne volonté des différents acteurs du territoire. Je dois signaler qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà énormément de travail par rapport à ça, qui ont été très proactifs. Mais il y a encore certainement un effort à faire de la part d'une plus grande majorité pour atteindre les objectifs de réduction des surfaces minéralisées, donc asphaltées, et la bonification de la canopée. Il y a la question aussi du stationnement que j'aimerais renchérir un petit peu plus parce que, bon, on le sait que nous avons... nos villes aujourd'hui reflètent un type de développement urbain qui est axé sur l'automobile. Donc, l'automobile remplit un rôle quand même, a rempli un rôle important pour la société, mais on sait aujourd'hui que 43 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent du transport motorisé. Donc, il est clair qu'il y a une nécessité de réduire la place de l'auto au profit des transports actifs et du transport en commun. Donc, c'est dans ce contexte-là que le CRE Montréal s'est penché sur la question du stationnement puis a développé
c'est qu'on a appelé l'attestation stationnement éco-responsable. Si on veut rendre un stationnement éco-responsable, on va commencer par, réduire le nombre de cases. Parce que plus il y a de stationnement, plus les gens ont tendance à se déplacer en auto également. Puis, une fois qu'on a décidé, qu'on a pu établir le nombre de cases qui peuvent être réduites, on va essayer de remplacer ça par du verdissement, des infrastructures vertes, classiques ou moins classiques, qui vont aider justement à améliorer la gestion de l'eau. Planter davantage des plants indigènes, par exemple. Au lieu d'apporter une flore extérieure, on va mettre l'accent sur les plantes qui sont indigènes, qui sont plus résilientes, qui sont plus en mesure de s'adapter au climat aussi, qui demandent moins d'entretien. Et il y a aussi, un stationnement éco-responsable fait de la place également à d'autres formes de mobilité. La mobilité active, du vélo, par exemple. OK. Des infrastructures pour accueillir les vélos convenablement, puis ça va vraiment au-delà du support à vélo. C'est vraiment des infrastructures qui vont parfois permettre de mieux protéger les vélos contre les intempéries. Et c'est accompagné aussi habituellement d'un plan de gestion des déplacements qui est offert. On travaille avec d'autres partenaires sur le territoire montréalais. Hormis la déminéralisation et la plantation d'arbres pour lutter contre le îlots de chaleur, il y a toute la question de la gestion de l'eau qui est vraiment importante. Donc, je pense que chacun de nous a pu les constater qu'à travers les années, on a vu des vagues de chaleur de plus en plus importantes, mais également des épisodes météorologiques de plus en plus extrêmes. Et la gestion de l'eau, on parle autant des moments de sécheresse, parce qu'il n'y en a comme pas du tout, que les excès avec les pluies diluviennes. Absolument. Donc, c'est sûr qu'en temps de sécheresse, on a un peu moins le contrôle sur comment est-ce qu'on peut augmenter, par exemple, la quantité de précipitations, mais c'est principalement lorsqu'il y a des événements extrêmes comme des pluies torrentielles que souvent le réseau de l'égouts ne pourra pas justement répondre à une quantité très importante d'eau. D'où le fait que la Ville de Montréal et d'autres municipalités à travers le Québec travaillent beaucoup sur les infrastructures vertes de gestion de l'eau. Un dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, Maude, c'est vraiment la question des corridors verts et actifs. Donc, au tout début, j'ai parlé de la trame verte et bleue, qui est un élément incontournable aussi pour la résilience de nos milieux de vie. Donc, c'est quoi un corridor vert et actif? Dans le fond, c'est un corridor verdi, donc habituellement constitué des parcs, qu'on va relier entre eux, qu'on va tout faire pour essayer de verdir au maximum l'espace qui se situe entre eux, avec une composante de mobilité active importante. Donc, des lieux qui vont pouvoir être soit marchés ou soit parcourus en vélo de manière sécuritaire. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ça sert à quoi? Ça sert à permettre aux gens de mieux accéder à la nature. On le sait, les territoires montréalais, il y a des secteurs qui n'ont pas beaucoup accès à la nature. Il y a les parcs de proximité, mais des parcs nature comme tels, il n'y en a pas tant que ça. Et l'expérience pour les citoyens est vraiment très différente d'un parc local à un parc un peu plus de grande envergure comme un parc nature. Donc, ça permet quoi? Ça permet aux gens, particulièrement les plus défavorisés dans les quartiers où il y a les plus d'îlots de chaleur, habituellement une corrélation avec une forte défavorisation matérielle et sociale. Donc, on sait aussi que les indicateurs de santé sont moins bons pour cette population-là, d'où l'importance de faciliter et faire tout pour augmenter l'accès aux espaces verts. Donc, grosso modo, on va créer ces espaces-là, en plus d'en favoriser l'accès. Est-ce que... C'est ça. En fait, il y a déjà beaucoup de parcs qui existent. Il suffit de les relier, surtout lorsqu'il y a un potentiel intéressant pour les relier. On les relie, on crée des infrastructures pour la mobilité active, on sécurise les traverses piétonnes, par exemple, pour donner le goût aux gens d'y s'y rendre. Si c'est trop dangereux, une partie des gens n'ira pas. Et ces corridors-là, ça permet pas seulement aux gens d'accéder à la nature, mais ça permet aussi de créer les conditions pour que les espèces animales et végétales puissent mieux circuler sur le territoire et mieux survivre avec tous les services que la nature peut rendre aux gens. Donc, ces corridors-là sont d'autant plus pertinents dans un contexte de crise sanitaire, comme on l'a vu avec la pandémie, où les gens ne pouvaient pas forcément s'y côtoyer, mais avaient besoin justement de nature, d'être à l'extérieur, de bouger. Pour la santé physique, mais aussi la santé mentale, qui est un enjeu, évidemment, qui existe sur le territoire. Bien, la densification, c'est un concept, effectivement, qui fait peur parce qu'on s'imagine un peu des villes de dystopie, là, très bétonnées, très inhospitalières, en fait. Mais qu'est-ce que la densification? C'est le fait d'augmenter la densité d'un quartier. Puis pour ça, on ajoute un logement, on est en train de le densifier. Okay. Donc, c'est pas nécessairement... On a souvent l'image de la tour quand on parle de densification. C'est pas systématiquement la tour qui permet de densifier. C'est le fait de
repenser le territoire puis d'y faire des logements. Donc ici, c'était anciennement des ateliers municipaux. OK. C'était propriété, ce l'est toujours en partie de la Ville de Montréal. Puis les municipalités possèdent des territoires comme ça pour leurs installations, notamment. Puis, bien, c'est un lieu très central, près du réseau très efficace de transport en commun. Ici, bon, à Montréal, on a le métro, mais dans d'autres municipalités, on a des réseaux efficaces aussi de transport en commun. Donc, c'est un lieu qui est devenu très stratégique. Donc, est-ce que c'est l'utilisation la plus optimale du territoire d'avoir un atelier municipal? Finalement, non. On pense qu'on peut faire autre chose. Puis, finalement, il y a eu toute une planification de la Ville de Montréal ici, puis de l'arrondissement, pour construire plus de logements. Donc, ici, maintenant, il y a près de 1000 logements à la place d'un atelier municipal. Quand même. À même pas 2 minutes de marche de la station de métro qui donne accès à tout le bassin d'emploi de la région. Puis, on a construit 60 de logements abordables. Quand même, c'est une grosse proportion, contrairement à beaucoup d'autres zones, que c'est pas ça du tout. Le 60 de logements abordables, c'est super. Oui, puis ça, la clé du succès, puis on travaille beaucoup avec les municipalités dans ce sens-là, c'est être propriétaire du sol. OK. Et ici, la municipalité l'était déjà, mais les municipalités peuvent acheter du territoire. Et puis souvent, c'est sûr qu'avec la spéculation, les prix ont augmenté. Ce que je dis aux décideurs, c'est sûr que le meilleur moment pour acheter les terrains, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment pour le faire, c'est maintenant. Donc là, finalement, la Ville de Montréal, propriétaire du site, c'est elle, avec les citoyens, avec l'Office municipal d'habitation, réfléchit qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce territoire-là et prévoit des parcs, une bibliothèque, du logement pour aînés, du logement pour famille, il y a des condos privés, il y a des commerces. Donc, on vient vraiment compléter le quartier puis créer un milieu de vie agréable, autant pour les nouveaux résidents que pour ceux qui étaient déjà là. Il y a de plus en plus de volonté de la part des municipalités de travailler avec la population en place pour dire quelle ville voulons-nous. La question, c'est pas de savoir si oui ou non il faut construire des nouveaux logements dans le quartier. Il en faut. La réponse est oui. La réponse est oui. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui remettent ça en question parce que le changement fait peur. Oui. Puis à Vivre en ville, on travaille sur ces questions-là parce qu'on se rend bien compte que la résistance au changement, c'est un frein majeur au développement durable, finalement. Parce que le développement durable demande de changer nos pratiques, autant de la part des municipalités qui doivent travailler autrement, autant de la part des promoteurs qui sont appelés aussi à être plus participatifs puis à s'intéresser au quartier qui est autour, pas juste leur site à eux. Puis, bien, de la part des citoyens aussi, parce qu'il ne suffit pas de dire « moi, je suis pas d'accord ». Il faut s'informer, il faut participer à la discussion publique. Ça demande du temps, oui, de l'investissement. C'est pas tout le monde qui a ce temps-là, mais il y a des représentants. On peut s'élire des représentants, s'intéresser à qui nous représente aussi, faire valoir nos intérêts. Puis c'est ensemble qu'on va faire des meilleurs projets. Et quand vous parlez d'implication citoyenne, admettons, moi, j'ai envie de m'impliquer dans ce genre de projet-là. Où est-ce que je vais? À qui je parle? Parfait. Donc, écoutez, il y a plusieurs sources locales qui peuvent justement répondre à cette envie de transformer le territoire. C'est sûr que ça prend au départ la volonté de le faire. Une fois que la volonté est là, souvent, ça va prendre de l'argent. Lorsqu'on est propriétaire, par exemple, puis là, on n'ira pas dans les gros ensembles résidentiels. Mettons, j'ai un domicile, j'ai une entrée de garage qui est totalement minéralisée. Premièrement, est-ce que j'ai besoin d'autant d'espace minéralisé? Si j'ai une voiture, je pourrais peut-être réduire de la moitié. Une fois que cette volonté-là a été affirmée, on peut aller voir des différents organismes comme les écoquartiers, par exemple, qui peuvent, eux, référer aussi à d'autres sources de financement qui peuvent exister. Il y a la Société de verdissement de Montréal, la Soverdi, qui dispose d'argent également pour justement la plantation d'arbres. Il y a une subvention qui vient avec et qui passe aussi beaucoup par les écoquartiers. Donc, il y a un programme qui s'appelle Un arbre pour mon quartier, oui, qui va permettre aux citoyens d'acheter un arbre puis le planter à petits frais ou parfois sans frais, tout dépendant de la taille de l'arbre. Et aussi, une autre chose qu'un citoyen peut faire, là, et c'est quand même très important, c'est de s'impliquer
dans sa collectivité. Il y a déjà des groupes citoyens, par exemple, qui travaillent sur le verdissement d'une ruelle ou qui vont travailler à un objectif un peu plus gros pour doter un territoire de plus d'espaces verts. Donc, déjà, c'est impliqué. Participer de ces activités-là, c'est déjà une très bonne chose. Aussi, participer à des corvées, par exemple, des ramassages d'ordures dans les espaces verts, c'est une très bonne idée pour améliorer leur santé. Et donc, voilà, essentiellement, c'est ce que les gens peuvent faire. Puis, autre chose aussi qui me semble très importante, c'est qu'on peut interpeller nos élus aussi Oui. par rapport à la question du changement climatique, par rapport à la lutte contre le de chaleur. On peut les interpeller parce que, justement, c'est un peu dans leur rôle de faire avancer les choses dans ce sens-là. Mais il faut qu'il y ait une demande, habituellement. Donc, si les gens ne se prononcent pas, c'est un peu difficile que la thématique soit priorisée, par exemple. Dans l'arrondissement Montréal-Nord, un beau projet a vu le jour il y a quelques années. Celui de la voisinerie, situé au cœur de l'îlot Pelletier, où plusieurs partenaires et citoyens se sont mobilisés pour transformer un espace de stationnement en une aire de vie pour la collectivité. Par rapport à moi, c'était du bouche à oreille. Il y avait une voisine qui était très proche et qui était au courant de ce qui se passe avec Parole d'Exclus. Et puis, elle m'en a fait parler. Elle m'a dit, vu que tu es éducatrice, est-ce que ça t'intéresserait de participer dans le projet de construire une garderie? Et c'est comme ça que je suis arrivée. Et puis, ils m'ont bien accueillie. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même du savoir et du savoir-faire. Et c'est là que j'ai apporté mon aide aux citoyens et aussi à Parole d'Exclus. Oui, parce que quand même ça aussi, comme tu le dis si bien, tu te rendais compte que tu avais un savoir-faire, que tu avais des connaissances. Et qu'est-ce que ça a fait à ces citoyens-là, justement, de se rendre compte à quel point ils étaient capables ensemble de construire, de bâtir, de changer les choses? Effectivement, c'était ça le défi, parce que les gens ont tendance à se sous-estimer. Et donc, on trouvait des menuisiers, on trouvait des mécaniciens, on trouvait des jardiniers, on trouvait des gens qui travaillaient dans la boulangerie. C'est de cela qu'on a essayé de profiter le maximum possible du savoir des personnes. Oui, parce que nécessairement, à rallier différentes personnes, on se retrouve avec plusieurs corps de métier, comme tu le dis. Et ça a rallié donc combien de citoyens est-ce qu'on a pu compter? À un moment donné, on est arrivé à presque 200 personnes à la fois. Quand même, hein? Oui. C'est un gros travail, mais c'est un beau travail aussi de faire ça ensemble. Et le résultat, c'est un jardin, un CPE. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, pas juste ça quand même, au-delà de ça. Puis c'est là que les gens, on les écoutait et pendant les réunions, c'est quoi ton besoin, de quoi tu as besoin. Il y avait aussi la société d'habitation qui est un partenaire important parce que c'est à eux le terrain. OK. Donc c'est comme un terrain prêté, si on veut, pour le projet? On peut dire même donné. Donné. Parce que la société d'habitation, la CHAPEM, ne s'en occupe pas vraiment. C'est juste pour venir de temps en temps dire bonjour aux citoyens. C'est comme ils nous font sentir que c'est à nous. Et ça, puis il y avait même une petite garderie de 6 enfants. On a mis un petit côté de jardin avec des petits bacs au niveau des enfants, à la taille des enfants, pour qu'ils viennent s'inspirer et puis planter leurs petits semis. Et ça permet aux enfants d'aimer la nature et de respecter les plantes. Parce qu'avant, les enfants, ils jouent, ils ne savent pas, et puis ils arrachent tout. Mais en faisant ça, on les incite à respecter l'environnement, la nature, et ça a marché. Il y a quand même beaucoup de beaux résultats autour de ça. L'appropriation du territoire, par exemple, l'implication citoyenne, la valorisation, l'estime de chaque être humain qui a participé, qui a contribué. Pour les enfants aussi, cette prise de conscience d'un environnement, comment ça peut être enrichissant de l'avoir. Oui, très, très vert enrichissant. Et parce accessible. Que ça permet aux citoyens de... Avant, les gens étaient isolés. Et puis, comme on vient de différentes cultures, il y a une petite méfiance. Mais grâce à ces projets-là, les gens ont sorti de leur isolement. Donc, ils viennent voir. Au début, c'est la curiosité. Après, l'appréciation.
Et ensuite, la participation. Et puis, à la fin, ils récoltaient, par exemple, les légumes du jardin, les fruits du jardin. Et ils se proposaient des recettes, ils échangeaient des légumes, des fruits. C'est super. Et puis, ils se partageaient les tâches, l'arrosage, planter, toutes les choses. C'est très important de travailler ensemble. Il y avait aussi les activités, ça crée des activités intergénérationnelles aussi. Parce que les enfants cultivaient avec les personnes âgées. Parce que même, on a fait même des bacs pour les personnes à mobilité réduite. Ça veut dire que tout le monde pouvait participer. C'est vraiment un accès universel. C'est universel pour tous, voilà. Pour toutes. Et puis, on a élargi même en dehors de l'île aux Pelletiers. Ah oui? Oui, on collabore avec d'autres quartiers aussi. Donc, est-ce que cette collaboration sert à donner exemple sur ce que vous avez créé? Est-ce que c'est un modèle que vous répétez ailleurs? Justement, c'est pour que ce modèle aille ailleurs. Vu que c'est une réussite, il y a d'autres quartiers qui ont les mêmes besoins. Oui. Alors qu'ils profitent de notre expérience. Et puis, on a même donné des formations. Des citoyens ont donné des formations à d'autres citoyens. Quand même, hein? Oui, Au niveau de la réussite, de l'accomplissement et de l'élargissement, parce que des fois, c'est bien d'avoir créé un environnement comme ça. Si ça reste à huis clos, c'est moins intéressant. Là, de se dire, waouh, ça a fonctionné, c'est une fierté. Maintenant, je peux l'enseigner, je peux le transmettre, ce savoir-là, pour créer un univers, d'autres univers comme ça, d'autres bulles semblables à celle-ci. Oui. Puis, si on aime le communautaire et le sens de l'humain, on doit partager. On doit aller faire comme une expansion de nos projets, de nos idées. Et puis, pourquoi pas apprendre des autres aussi. Donc, il faut être ouvert pour réussir. C'est un beau mot de la fin, ça. Je trouve une belle conclusion de se dire que c'est dans le partage qu'on va réussir, puis c'est dans la mise en commun de notre savoir, de notre investissement en écoutant les besoins des citoyens. Parce que ça part de nous. En effet. Merci, Dalila. Bienvenue.